Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, Claude, non, rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Ça va. Je disais, je te présentais il y a quelques instants avant la pause comme l'homme qui faisait tourner les têtes sur Sud Radio. Voilà, il faut aussi tourner les serviettes. Voilà. Et justement, quand on fait tourner les serviettes, généralement, c'est qu'on est heureux. Et évidemment, vous le savez, c'est le tournoi Destination 2026 dans moins d'une semaine sur Sud Radio, avec l'équipe de France qui vise le titre, qui vise même le Grand Chelem avec 3 réceptions. On va en parler dans un instant. Et justement, c'est le cœur de cette chronique économique. Au-delà du titre, quels enjeux pour le 15 de France dans ce tournoi Destination 2026? Premièrement, Philippe, le 15 de France va donc concourir pour tenter de remporter un 2e tournoi consécutif. C'est pas si commun comme réalisation. Ah non, c'est pas si commun. Dans l'histoire du 15 de France et depuis l'histoire de ce tournoi, c'est même quasi historique puisque ça n'est arrivé. Alors j'ai fait quelques recherches, mais il faut remonter loin parce que entre les tournois simples et les grands chelems, c'est pas évident. Mais d'après mes recherches, vous allez peut-être me contredire, messieurs, mais c'est arrivé que 3 fois dans l'histoire des Bleus. Ah ouais, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare et l'équipe de France a le moyen de faire quelque chose de très fort. Et justement pour tenter cette entreprise, le 15 de France retrouvera donc à 3 reprises. Est-ce qu'on prévoit quand même de faire le plein concernant la billetterie et les hospitalités, Philippe Spanghero? Est-ce que en termes sur ces points-là, les voyants sont au vert pour le 15 de France et la Fédération française de rugby? Alors très largement, on a la concordance de plusieurs facteurs quand même ces dernières saisons. Bon, d'abord l'entertainment, toute la mise en scène, la scénographie autour des matchs des Bleus au Stade de France, qui en plus de la qualité sportive entraîne, donne envie aux gens de plus en plus. On le voit dans les demandes de billetterie et puis on le voit aussi dans les audiences télé. Donc ce sera le cas bien sûr contre l'Irlande et contre l'Angleterre à Paris et ce sera le cas aussi à Lille contre l'Italie. Donc c'est un vrai succès populaire en termes de billetterie et d'hospitalité. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. On peut l'affirmer déjà aujourd'hui et c'est une très bonne chose parce que ça renforce encore année après année l'attractivité pour nos Bleus. Et justement, cette attractivité, Philippe Spanghero, elle se retrouve sur pas mal de points et on va en parler dans un instant. Mais avant toute chose, déjà, on a un changement, on va dire, un petit peu de dynamique sur la diffusion télévisuelle, puisque la diffusion va être partagée entre France Télé et TF1, alors qu'elle n'était pour l'instant que la propriété de France Télévisions. Quelles ambitions justement pour la première chaîne d'Europe, TF1 par exemple? L'ambition, elle est très claire, c'est éventuellement de mettre un pied supplémentaire dans le rugby. Les essais ont été des vrais succès en termes d'audience et de recettes publicitaires pour TF1 ces dernières années, entre la Coupe du Monde et les matchs de la tournée d'automne. Alors pour moi, et c'est très personnel, ils doivent encore progresser un peu dans le traitement autour des matchs, parce qu'on voit que tout ça est très très commercial et qu'en termes de publicité, on cherche à rentabiliser au maximum, et pour les amoureux de rugby, ça change des habitudes qu'on avait avec France Télé qui sont quand même un peu différentes. Ça, c'est un point quand même important pour pas créer de désaffection et de désamour du public envers la chaîne. Mais après, il y a un enjeu majeur. Alors, des gens disent que c'est exceptionnel ce qu'on vit cette année parce que France Télé, par rapport aux polémiques qu'il y a sur la gestion du service public et puis à une année particulière avec les Jeux Olympiques d'hiver, a fait le choix de façon exceptionnelle de céder des matchs. Et il y en a d'autres qui disent que non, tout ça est amené à se répéter parce que France Télé, encore une fois, va pas régler ses problématiques financières tout de suite, que en effet le tournoi Destination avec Roland Garros fait partie des bijoux de famille, mais garder un bout du tournoi à partager avec une autre chaîne, c'est quand même une idée qui fait son chemin. Ouais, et ça c'est quand même très intéressant. On voit que TF1 en tout cas mise beaucoup sur le rugby désormais de plus en plus. Évidemment, donc on parlait du titre, c'est l'objectif sportif de ce tournoi des destinations. Mais un titre, que cela veut-il dire, Philippe Spanghero? Qu'est-ce qu'il signifie financièrement pour la Fédération française de rugby et puis en termes d'impact marketing sur les prochaines négociations contractuelles avec des partenariats, avec des partenaires à l'avenir? Tout ça est lié. Alors, pour une fédération, un peu moins que pour un club, mais bien sûr,
on est dans une économie qui dépend énormément de la santé sportive et de la performance sur le terrain. Alors ça amène parfois des complexités dans certaines périodes. Là, la Fédération française de rugby a fait de gros efforts pour remettre les voyants financiers au vert. Donc on est sur des recettes billetterie records. On le répète, on l'a dit souvent, mais associé à cette renégociation avec le Stade de France et des coûts de location de stade et d'organisation moins élevés qu'avant, qui font que la rentabilité par match est supérieure. Et puis, d'un point de vue marketing, on est sur une très bonne dynamique, qui est forcément liée à la santé de l'équipe de France et au fait qu'on a des têtes d'affiche qu'on n'avait pas eu depuis peut-être des générations. Et donc, tous ces facteurs font que voilà, cette dynamique, elle est importante et qu'un succès encore cette année renforcerait la position de la fédération face à ses annonceurs dans les prochaines renégociations en termes de prix. Oui, puis ça peut aussi peut-être mettre encore un peu plus le 15 de France et son équipementier Adidas au milieu sur les épaules des gens en France et partout dans le monde, parce que d'ailleurs, faut le signaler, mais les collections sont absolument magnifiques avec le 15 de France et c'est une très très grande réussite, je crois, en termes de vente. Il y a vraiment un magnifique travail qui est fait par la Fédération française de rugby et par l'équipementier Adidas. Être la meilleure équipe d'Europe 2 années consécutives, est-ce que cela permet de prendre du poids dans les discussions et les débats World Rugby et les décisions internationales qui en découlent? Est-ce que la France renforcerait sa position avec un deuxième titre consécutif dans le tournoi de destination et du coup un titre honorifique de meilleure équipe d'Europe 2 années consécutives? Oui, alors d'abord, avant de te répondre, juste pour terminer sur l'impact financier très concret et court terme. Donc vous le savez, la Fédération française de rugby a renégocié, on l'a dit ça aussi plusieurs fois, et ça rejoint ton point sur l'impact politique des droits supplémentaires, parce qu'à l'époque, au moment de l'entrée de CVC au capital de la société commerciale, les revenus étaient partagés de façon inéquitable et la Fédération française de rugby n'avait que 16%. Donc on est allé batailler du côté des dirigeants de la fédération pour gratter 3% supplémentaires, et donc c'est 19% des bénéfices finaux de chaque édition qui reviendront à la Fédération française de rugby. De façon très concrète également, vous avez du variable sur la performance, et donc une première place avec un grand chelem, c'est à peu près 8 millions d'euros de bonus pour la fédération, donc c'est quand même très significatif. Avec le grand chelem. Avec le grand chelem. Voilà. Deuxième place, c'est à peu près 4,5 millions d'euros. Troisième place, 3 millions d'euros. Quatrième place, 2,3 millions d'euros. Cinquième place, 1,8 million d'euros. Et le sixième, environ 1,2 million d'euros. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence, et donc qu'il y a ce bonus à la performance qui est quand même très significatif, même si il y a toujours des discussions et des renégociations entre les porte-paroles des joueurs et la fédération pour négocier et renégocier régulièrement les primes. Et que quand il y a de la performance, forcément une partie est reversée aux joueurs, mais il en resterait pour la fédération. Donc voilà, pour répondre sur le volet financier, on est complet. Et puis ensuite, pour la dimension politique, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif qui forcément joue, et clairement, si les autres nations membres ont accepté de rehausser les droits des Français, c'est parce que l'équipe de France pèse vraiment de façon importante dans l'économie de la société commerciale destination. Mais au-delà de ça, en fait, il y a une vraie stratégie politique, parce qu'il y a énormément chez World Rugby de commissions qui ont été préemptées de tout temps par les anglo-saxons, qui ont compris que c'était des chambres de lobbying importantes, et notamment les Sud-Africains. On en avait parlé, souvenez-vous, au moment de la Coupe du Monde 2023, qui avait préempté une partie des chambres, et notamment la chambre autour de l'arbitrage. Et donc, en fait, le rugby français ces dernières saisons, ces dernières années, avait complètement délaissé cet enjeu-là pour se focaliser sur nos problématiques propres, en oubliant un peu la dimension internationale. Et donc là, on a repréempté quand même de façon massive autour d'Abdel Benazi et d'une vraie vision du poids du rugby français à l'international, des commissions où on est allé chercher des gens compétents pour vraiment mettre des Français un peu partout autour de la table. Et donc le facteur combiné des deux, c'est-à-dire de la bonne santé du rugby français qui ramène de l'argent à la société commerciale destination, plus cette volonté politique d'avoir des sièges partout où ils se présentent, ça fait que clairement, aujourd'hui, d'un point de vue politique, la France elle a repris beaucoup de poids auprès de World Rugby.
Ah, ça c'est super intéressant. Et donc sur l'orientation du jeu, sur l'arbitrage, tu en parlais, la France, elle tient une position forte qui est d'ailleurs opposée, clairement opposée à l'influence sudiste de World Rugby. Et on en parlera d'ailleurs dimanche à 18h30 dans Au cœur de la mêlée avec Mathieu Rénal qui va exprimer sur Sud Radio, et peut-être de la façon la plus cash qu'il ne l'a jamais fait, sa position très agressive contre World Rugby et sa mise en danger du jeu de rugby, qu'il considère ainsi. Est-ce que justement un titre comme celui-ci peut produire un effet de rassemblement derrière la position française? Est-ce qu'on peut convaincre en gagnant? Est-ce que ça c'est quelque chose qui existe, Philippe Spanghero? Ben forcément, regardez aujourd'hui le poids des Sud-Africaines dans le rugby mondial. On en a parlé régulièrement, mais vous voyez ce qui se passe dans le jeu des équilibres. Les Néo-Zélandais qui tiraient seuls les ficelles du rugby du Sud, qui sont venus tendre la main aux Sud-Africains pour se rapprocher d'eux. Bien sûr, c'est ceux qui gagnent quelque part, qui tiennent un bout de l'économie. Et donc, quand vous tenez un bout de l'économie, quand vous avez des stars mondiales, quand vous avez le meilleur joueur du monde sur le terrain, quand vous avez des fans un peu partout dans le monde, forcément votre parole pèse plus, elle est plus écoutée. Donc tout ça est combiné, mais c'est encore une fois un facteur combiné des deux. C'est-à-dire qu'il faut cette performance sportive, mais il faut cette vraie volonté de savoir où et comment peser politiquement. En tous les cas, aujourd'hui, d'un point de vue des dirigeants de la Fédération française de rugby, c'est une ligne de conduite claire, c'est de continuer à peser et à préempter tous les sièges qui se présenteront. Et donc, il y a eu un retour vraiment massif de personnalités françaises autour de la table. Pour ça, Philippe, il faut gagner. Ça va de pair quand même, parce que si t'es la moins bonne équipe du tournoi destination, ta voix elle compte moins. Si tu gagnes 2 années consécutives, forcément on t'accueille différemment, j'imagine, à la table. Je dirais oui et non, ça dépend des pays, parce que culturellement vous avez les Irlandais, vous avez des Écossais qui sont quand même très puissants en termes de lobbying autour de la table chez World Rugby. Bon, les Anglais bien sûr, mais les Irlandais aussi, les Écossais. Et sincèrement, que l'Écosse et l'Irlande gagnent beaucoup ou pas, ils auront toujours cette culture du lobbying et ce poids politique plus que nous latins. Donc on a besoin encore plus que les Britanniques pour vraiment peser dans les grandes décisions et les grandes orientations de World Rugby, d'être très présent, de faire du bruit et de renforcer cet impact par la performance sportive. Comme d'habitude, une chronique absolument passionnante avec toi, Félix Spanghero. Au-delà du titre, quels enjeux pour le 15 de France dans ce tournoi Destination 2026? Eh bien, vous avez eu toutes les clés pour mieux comprendre quels sont les enjeux pour le 15 de France et pour la Fédération française de rugby. Félix Spanghero, on te retrouve tout au long du week-end dans Au cœur de la mêlée, demain 19h-20h, dimanche 18h-19h. Mais avant de te quitter, Philippe, j'ai besoin d'avoir un pronostic. Voilà, je te lance comme ça. Biarritz-Grenoble ce soir, on va un score exact. Score exact? Je sais, tu vois l'avenir, donc tu peux nous le dire. Les conditions climatiques sont terribles là, non? Il pleut moins maintenant. Ça s'est un petit peu calmé. Ouais, je pense pas qu'il y ait un grand match en termes de score, mais 21-12 pour Biarritz. 21-12 pour Biarritz, voilà la vision de Félix Spanghero. Suivez-le à vos risques et périls. Si t'es bon, on le dit à l'antenne tout au long du week-end que tu es le meilleur pronostiqueur de l'équipe rugby de Sud Radio. Et qu'est-ce qui se passe s'il a pas bon, du coup? C'est ça la question. On dit qu'il est le pire. Mais ça, c'est ce qu'on dit déjà. Donc voilà, t'as tout à y gagner, Philippe. Ça fait longtemps que tu l'avais pas demandé. Attention, il y a Jean-Baptiste Salde là qui me talonne. Parce qu'en prono, honnêtement, on ne se tire pas vers le haut. Oui, par contre, il te talonne pas du tout sur le qui je suis. Alors ça, si je peux me permettre. La semaine dernière, Justin. Parce qu'il était sur une triste période, Jean-Baptiste. La semaine dernière, il y avait Philippe et Jean-Baptiste dans mon rétroviseur, si tu veux tout savoir, Alexandre. Wow. Ah je sais, ils ont été dans le mien la semaine précédente. Et pas qu'un peu. Et du coup, dimanche, je les ai fait jouer que tous les deux. Parce que sinon, c'était pas drôle. Allez, merci Philippe. Et très belle soirée à l'écoute de Sud Radio Rugby.